Bonjour à tous. Le 26 février de cette année, Emmanuel Macron a déclaré, après la conférence de Paris consacrée à l'aide à l'Ukraine, que à ce stade, nous pouvions exclure aucune possibilité. Donc peut-être qu'à l'avenir, nous serons amenés à envoyer des troupes françaises en Ukraine. Cette déclaration a provoqué en France une vive polémique, ce que je peux comprendre parce que nous vivons en France dans un sentiment d'insouciance depuis des années. Nous pensons que la guerre sur le continent européen n'est pas possible et la guerre est revenue sur le continent européen. Et nous avons affaire à un conflit de haute intensité en Ukraine depuis plus de 2 ans maintenant. Cependant, nous avons l'impression en France que ça ne nous concerne pas, alors que ça nous concerne totalement. Donc, effectivement, c'est un réveil douloureux parce que tout à coup, on s'est aperçu que peut-être que nous serons amenés à nous engager plus dans ce conflit et que ce conflit apporte également des menaces sur notre territoire. Le fait est que la déclaration d'Emmanuel Macron, que je soutiens totalement, a provoqué une polémique, a provoqué de l'inquiétude, a réveillé certains, mais a également mis à jour la naïveté des autres. La naïveté ou alors autre chose, parce qu'il faut bien aussi se rendre compte qu'il n'y a pas que les naïfs et les idiots utiles au Kremlin qui parlent de désescalade avec la Russie en France, il y a aussi ceux qui le disent par intérêt économique, par intérêt politique. Donc si quelqu'un est naïf parce qu'il ne connaît pas l'histoire ou qu'il ne se rend pas compte de la réalité, c'est une chose, il faut dialoguer avec ces gens. Maintenant, si quelqu'un souhaite la désescalade, donc souhaite plier devant Poutine par intérêt économique, là, c'est à l'État, au service de l'État de prendre ses responsabilités. Et peut-être qu'il faudrait que ces politiciens, ces leaders de partis, que je ne nommerai pas, mais ils se reconnaîtront sûrement, qui ont des rapports privilégiés avec Moscou, il serait peut-être temps qu'ils ne soient pas entendus par des commissions parlementaires, mais par des juges d'instruction. Parce qu'aujourd'hui, avoir des relations privilégiées avec Poutine, défendre Poutine, c'est jouer contre les intérêts vitaux de la France, et ça, il faut le dire clairement. Si aujourd'hui quelqu'un parle de désescalade, si aujourd'hui quelqu'un parle de plier devant Poutine, il va à l'encontre des intérêts de la France, il va à l'encontre de la sécurité de la France, et ça, il faut le dire clairement. Donc, si aujourd'hui quelqu'un, en toute connaissance de cause, en se rendant bien compte de ce que représente Poutine, en se rendant compte du danger que la Russie représente, si ces gens, ces leaders de parti, ces politiciens, ces personnes publiques vont tout de même aller défendre un esprit de désescalade, un esprit de Munich, eh bien là, je pense que c'est à l'État d'agir, et je le répète, en reprenant toute la responsabilité, toute la mesure. Ce n'est pas devant des commissions parlementaires, mais devant des juges d'instruction que ce genre de personnes devraient être entendues. Mais parlons un peu de cette idée de désescalade, puisque Emmanuel Macron est critiqué de part et d'autre, surtout par l'extrême droite et l'extrême gauche, sur ses déclarations concernant l'envoi éventuel des troupes françaises en Ukraine. Alors, il faut bien voir que lui aussi a fait du chemin par rapport à ça. Parce que, je le rappelle quand même, avant le conflit en Ukraine, Emmanuel Macron a fait de son mieux pour éviter ce conflit. Alors, on peut estimer que ça n'a pas été efficace. Le fait est qu'il a essayé. Et moi, je soutiens un concept, c'est de dissocier ce qui se passe à l'étranger avec la politique intérieure. Donc, on peut avoir l'opinion qu'on veut sur Emmanuel Macron, on peut le critiquer. On peut critiquer sa politique intérieure, mais par contre, la politique extérieure, c'est tout autre chose, ça nous concerne tous. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, et je vous le dis en connaissance de cause, en tant que franco-polonais, en tant que quelqu'un qui connaît l'histoire, qui en quelque sorte également a subi l'histoire, que la seule façon de stopper Poutine, c'est de lui faire face. Il n'y a pas la possibilité d'arriver à une désescalade par la négociation aujourd'hui, parce que la Russie est dans un esprit de conquête. Donc aujourd'hui, faire des concessions à la Russie, c'est l'inciter à d'autres annexions, à d'autres agressions. Et disons les choses clairement, si la Russie vient à conquérir l'Ukraine aujourd'hui, elle ne s'arrêtera pas là. La Russie considère la guerre en Ukraine que comme une étape. C'est une étape dans sa marche
d'effacement de la transformation de l'Europe de 1989. La Russie veut revenir aux frontières d'avant 1989. Elle veut avoir sa sphère d'influence qui va au minimum jusqu'à la Oder, donc qui inclut toute l'Europe centrale. Et comprenons-le bien, la guerre en Ukraine n'est qu'une étape sur la route de la reprise du contrôle de l'Europe centrale par la Russie. Ce n'est qu'une étape, c'est pas une fin en soi. Donc, si la Russie arrive à prendre l'Ukraine, à prendre le contrôle de l'Ukraine, elle passera à la suite. Elle va passer probablement à la Moldavie, à la Géorgie, ensuite elle s'occupera des pays baltes, elle s'occupera ensuite de l'Europe centrale. Et ça aura des conséquences directes sur la France. Alors, peut-être quelqu'un me dira, mais qu'est-ce qu'on a à faire des Polonais, des Baltes? Mais oui, mais ce qui se passe en Pologne ou dans les pays baltes, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie, ça concerne les Français également, puisque ça a des impacts économiques. Aujourd'hui, ces pays sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, on ne peut pas estimer raisonnablement que ce qui se passe en Europe centrale ne concerne pas du tout la France. Bien au contraire, ça implique directement ce qui se passe en France, ça joue sur le quotidien. Donc, rendons-nous bien compte que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ça joue sur notre quotidien. Si aujourd'hui cette guerre venait à s'étendre à l'Europe centrale, je peux vous assurer que ça toucherait encore plus au quotidien des Français et ça toucherait directement au pouvoir d'achat. Donc, si quelqu'un aujourd'hui se plaint de la baisse du pouvoir d'achat, je peux lui assurer que si la guerre vient à s'étendre en Europe, les problèmes de pouvoir d'achat vont être multipliés par 10, 20, voire 50. Soucis énergétiques, soucis d'approvisionnement, inflation, hyperinflation, etc., etc. Et ça, c'est une chose qu'il faut se tenir pour dit. Donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que ce qui se passe en Pologne, que ce qui se passe en Europe centrale, si jamais la guerre vient à s'étendre, ça concernera tout le monde. Gardons-le à l'esprit. Et il faut également se rendre compte d'une chose. Pourquoi est-ce que aujourd'hui l'Occident soutient l'Ukraine? C'est pas un geste de charité. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non, c'est absolument pas la question. Comprenons-le bien, en soutenant l'Ukraine financièrement, même si un jour ça doit nous coûter plus d'impôts, on ne fait pas la charité aux Ukrainiens. Aujourd'hui, soutenir l'Ukraine militairement, c'est contenir la Russie sur le territoire ukrainien. Puisque si la Russie arrive à quitter le territoire ukrainien et qu'elle continue à l'ouest, elle va se retrouver très vite en Pologne, elle va se retrouver très vite dans la République balte, elle va se retrouver très vite le plus loin possible, aussi loin qu'elle pourra aller. Parce que, comprenons-le bien, il n'y a absolument aucune limite. Il n'y a absolument aucune limite aux ambitions de la Russie. La Russie ira aussi loin qu'elle peut aller. Si on la laisse aller jusqu'à Kiev, elle ira jusqu'à Kiev. Si on la laisse aller jusqu'à Riga, Varsovie, elle ira jusqu'à Riga, Varsovie. Maintenant, si on la laisse aller jusqu'à Berlin, Paris ou Lisbonne, elle ira jusqu'à Paris, Berlin, Lisbonne. Elle n'hésitera pas. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'esprit de conquête russe, il n'a absolument aucune limite. Donc, la seule façon d'arrêter ça, c'est de stopper la Russie, c'est de lui faire face. Donc, aujourd'hui, parler de désescalade, c'est complètement taper à côté. C'est faire preuve d'ignorance, c'est faire preuve de naïveté. Et je vous le dis, observons l'esprit de Munich. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cédé à Hitler, il y a eu l'Anschluss, ça a été accepté. Ensuite, il y a eu l'annexion de la Tchécoslovaquie et la guerre est quand même arrivée. Donc, c'est pas en faisant preuve de faiblesse qu'on arrête la guerre. Et moi non plus, je ne veux pas la guerre. Personne ne veut la guerre. Mais sauf que ça dépend pas de nous. On l'a pas demandé cette guerre. Cette guerre, c'est la Russie qui l'a fait. Nous, on l'a pas demandé. Donc aujourd'hui, la seule façon de nous préserver, de nous défendre contre la Russie, c'est de lui faire face. C'est de la dissuader de nous agresser. C'est de lui montrer qu'on est déterminé. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que la Russie a un profond mépris de l'Occident. La Russie méprise les Occidentaux. Elle estime que les Occidentaux sont faibles, incapables de se défendre, qu'on est une espèce de bande de dégénérés vivant dans un monde parallèle et qu'en fait, on est naïf et qu'on n'est pas capable de se défendre. C'est un peu l'image qu'a la Russie de l'Occident, de la France, de l'Allemagne, des pays occidentaux en général. Donc aujourd'hui, la Russie croit qu'elle peut tout se permettre. Et malheureusement, quelque part, c'est pas faux. Si on observe l'histoire, ça fait des années qu'on aurait pu stopper Poutine. Août 2008, la Russie agresse la Géorgie. Personne ne réagit. Nicolas Sarkozy négocie avec Poutine. Poutine explique à Sarkozy qu'il va pendre Saakachvili, le président géorgien, par les couilles. Sarkozy est content de lui en avoir dissuadé. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en échange de ne pas avoir annexé toute la Géorgie, Poutine annexe 2 provinces.
et personne ne bouge, personne ne fait rien. Sarkozy est content parce qu'il avait réussi à faire une négociation, mais qu'est-ce qui se passe? Un président d'un pays européen va à Tbilissi. C'est le président Lech Kaczynski. On peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier, mais qu'est-ce que dit Lech Kaczynski à Tbilissi? Il dit aujourd'hui la Géorgie, demain l'Ukraine, et ensuite ce sera au tour de mon pays et de l'Europe centrale. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 2008, il y a eu la Géorgie, ensuite 2014 l'Ukraine, et si on laisse maintenant tomber l'Ukraine, bien plus tard, ce sera les pays d'Europe centrale, et peut-être les pays occidentaux, puisqu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que les distances n'ont plus d'importance dans une guerre moderne. Donc pourquoi est-ce que la France ne serait pas touchée par une agression russe? D'ailleurs, force est de constater qu'aujourd'hui, la France est déjà touchée par l'agression russe. La France est touchée par des actions de déstabilisation. Nous avons affaire tous les jours à des cyberattaques russes et nous en ressentons, nous les citoyens, les conséquences au quotidien. Aujourd'hui, il n'est plus possible de rappeler un numéro inconnu. Il n'est plus possible de cliquer un lien reçu dans un SMS inconnu. Quand on reçoit un mail, un SMS d'une administration, il faut appeler sur place pour vérifier si c'est pas un mail frauduleux, un message frauduleux, un lien frauduleux. Ça vient de quoi? Ça vient de cette action de déstabilisation que mène la Russie contre nous. C'est ça, cette action de déstabilisation. On déstabilise le réseau numérique. Donc aujourd'hui, on constate déjà les effets de l'agression russe. C'est une forme d'agression que d'agresser les systèmes cybernétiques. Et je le redis, chacun d'entre nous, au quotidien, est obligé, quand il reçoit un SMS, quand il reçoit un mail, de se demander si c'est pas une fraude. Aujourd'hui, on est tous obligés de vérifier ce qu'on reçoit comme lien, d'appeler les administrations, etc., etc. Ça, ce n'est que le début. Mais ok, vous me direz, mais c'est pas grand-chose. D'accord, bon, peut-être. Mais regardons ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, la Russie met énormément d'énergie et de moyens pour déstabiliser l'Afrique occidentale, pour déstabiliser le Sahel. Le Sahel, ça nous concerne directement, parce que là, la France, elle a ses intérêts, d'une part. Après, le Sahel, aujourd'hui, est crucial pour contenir le djihadisme. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que après les coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger, c'est très compliqué de lutter contre le djihadisme dans le Sahel. Et ces coups d'État, ils ont été menés par qui? Mais ils ont été menés par la Russie de Poutine. C'est la Russie de Poutine qui fait ces coups d'État. Pourquoi? Parce que d'une part, la Russie veut faire en sorte que l'Occident soit coupé de l'Afrique pour que l'Occident n'ait pas accès aux sources énergétiques africaines, mais c'est pas la principale raison. En fait, les Russes se servent de l'Afrique pour déstabiliser l'Occident. Comment? Mais par les crises migratoires qui sont artificielles. Regardons un petit peu les chiffres. Depuis le coup d'État au Niger, le nombre d'immigrés illégaux qui viennent d'Afrique occidentale ont augmenté de 80%. C'est ça les statistiques qu'on a en Europe. Donc aujourd'hui, les Russes se servent de ces positions pour déclencher des crises migratoires en Europe. Et on parle du Sahel, mais observons ce qui se passe à la frontière polonaise, à la frontière lituanienne. Des immigrés illégaux qui sont littéralement importés par les Biélorusses, par les Russes, et littéralement jetés comme des objets de façon inhumaine sur la frontière de l'Union européenne, la frontière est de l'Union européenne. Donc la pression migratoire qui aujourd'hui est déclenchée, elle est dans une très large mesure artificielle. C'est de la guerre hybride, donc c'est une forme d'agression. Qu'est-ce qui se passe à la frontière finlandaise? Poutine a été très clair. Quelques jours avant que la Finlande accède à l'OTAN, Poutine a dit, avant que la Finlande n'entre dans l'OTAN, on n'avait aucun souci avec la Finlande, et maintenant il va y en avoir des soucis. La Finlande va avoir des soucis avec nous, et c'est ce qui s'est passé. Les Russes sont allés chercher des gens vivant en Afrique pour littéralement les balancer sur la frontière finlandaise. On traite ces gens de manière inhumaine, et ça se passe tous les jours. Et on le voit peut-être pas en France, mais ça se passe tous les jours. Donc, le Sahel qui est déstabilisé, l'Afrique qui est déstabilisée par les Russes, c'est une agression directe sur la France, c'est une agression directe sur l'Europe. Et les crises migratoires qui sont déclenchées, c'est une agression directe sur l'Europe en ce que c'est de la déstabilisation. Donc il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on est déjà touché par l'agression russe en France. Même si on n'a pas de frontière avec la Russie, on est déjà touché par l'action de la France, de la Russie contre la France. Et du coup, que doit faire la France? Eh bien, elle doit se défendre, c'est pas compliqué, parce qu'elle n'a pas le choix. Alors, je répète encore une fois, nous, on l'a pas demandé, cette guerre. Alors, on peut aimer ou pas les Ukrainiens, on peut critiquer ou pas Zelensky,
Mais il faut bien comprendre, une fois de plus, et je le répète, au risque d'ennuyer certains, qu'on ne fait pas la charité aux Ukrainiens en les aidant. Parce que nous, on leur donne de l'argent et un peu de matériel, insuffisamment d'ailleurs, et eux, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent leur sang, ils donnent leur vie. Ces gens vivent dans des conditions, dans des conditions horribles, rendez-vous compte. À Kiev, à Kharkiv, dans d'autres villes, les enfants, ça fait 3 ans qu'ils vivent dans le métro. Ça fait 3 hivers qu'ils ont passé dans des conditions inhumaines. C'est ça aujourd'hui la vie des Ukrainiens. Vous sortez dans la rue, vous n'êtes pas sûr de rentrer à la maison. Toutes les villes sont bombardées. Il y a des dizaines de milliers de morts, des civils, des milliers de viols qui ont été commis. Tout ça, c'est arrivé. Donc aujourd'hui, le prix que paye l'Ukraine, c'est un prix comparable à ce qu'a payé la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des crimes de guerre tous les jours qui ont lieu en Ukraine. Et pourquoi tout ça? Parce que l'Ukraine essaie de contenir la Russie, mais elle la contient pas que pour elle-même, elle la contient pour l'Occident. Parce que aujourd'hui, les Russes se battent en Ukraine, ils sont contenus là-bas. Tant qu'ils sont en Ukraine, il est moins probable, pas impossible, mais moins probable qu'ils agressent d'autres pays de l'OTAN, de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, la Russie veut mettre le feu à l'Europe. Déstabilisation de l'Afrique pour provoquer une crise migratoire en Europe. Déstabilisation des Balkans. Regardons un peu ce qui se passe en Serbie, en République serbe, en Bosnie, au Kosovo. Les Russes se servent de leurs relations privilégiées avec les Serbes pour déstabiliser ces pays, pour provoquer une nouvelle guerre des Balkans. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? Qui a armé le Hamas? Qui a entraîné les combattants du Hamas? C'est les Russes. C'est les Russes qui déstabilisent aujourd'hui le Moyen-Orient. C'est eux qui ont intérêt à le déstabiliser. Pourquoi? Et justement, pour faire une pression constante sur l'Occident. Donc aujourd'hui, moi, si quelqu'un me parle de désescalade avec la Russie, ben, je lui dis, mais oui, ok, mais va voir Poutine. Et dis-lui à Poutine, Vladimir, mais arrête de déstabiliser l'Europe. Arrête de mener des cyberattaques quotidiennes contre les réseaux français et les réseaux européens. Arrête de déstabiliser l'Afrique. Arrête de créer des crises migratoires. Parce que aujourd'hui, c'est ça à quoi nous avons faire face, à quoi nous devons faire face, à quoi nous faisons face déjà. Donc, si aujourd'hui quelqu'un veut demander la désescalade, il faut qu'il la demande à Poutine, parce que nous, que ce soit à Paris, que ce soit à Berlin, que ce soit à Varsovie, on peut rien faire du tout. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est nous défendre. Donc, si quelqu'un parle de désescalade, si quelqu'un pense que nous, ici en France, on peut faire quoi que ce soit pour mener à la désescalade, c'est qu'il est vraiment naïf à côté de la plaque. Et je le dis très clairement, nous n'avons absolument aucune manière d'arriver à une désescalade avec la Russie, quoi que nous fassions. Mais pire que ça, si nous faisons preuve de faiblesse, si nous montrons à Poutine, aux Russes, que nous avons peur du conflit, qu'on n'est pas déterminé à se défendre, croyez-le bien, ça va inciter la Russie à encore plus d'agressivité. Donc aujourd'hui, plier devant Poutine, c'est l'inciter à d'autres annexions. Et je le dis clairement, ceux qui veulent éviter la guerre en Europe occidentale, eh bien, ils n'ont aucun autre choix que de faire preuve de résilience, de détermination et de dire stop à Poutine, de soutenir la politique, de dire stop à Poutine. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut contenir Poutine, il faut lui dire stop. Parce que tant qu'il ne sera pas contenu, tant qu'il ne sera pas stoppé, il ne s'arrêtera pas. Maintenant, on parle tant de Poutine en disant, voilà, tout ça c'est la faute de Poutine, c'est la guerre de Poutine. Non, c'est faux. C'est la guerre de la Russie. C'est la Russie qui fait cette guerre. Il faut bien comprendre que si Poutine vient être remplacé, et ça risque d'arriver incessamment sous peu, malgré le fait qu'il ait gagné les élections présidentielles, je doute qu'il reste au pouvoir très longtemps, je peux vous dire que son successeur sera encore pire que Poutine. Il sera encore plus agressif. Donc aujourd'hui, contenir la Russie, c'est un investissement dans l'avenir. Parce que la Russie, elle ne comprend que la force. Elle méprise la faiblesse, elle méprise le dialogue, elle méprise le compromis. D'un point de vue russe, il n'y a que les faibles qui arrivent à des compromis. Les forts imposent leur volonté. C'est ça la façon de penser des Russes. Les Russes ne comprennent que la force, ils ne comprennent que les balles, les obus. Et du coup, des balles et les obus, il faut en fabriquer parce que on en manque. Et il faut le dire clairement, sur le front ukrainien aujourd'hui, les Russes arrivent à tirer jusqu'à 20 000 obus par jour. Les Ukrainiens ne peuvent en tirer que 2 000 au maximum. Pourquoi? Parce qu'ils en ont plus. Et pendant que la Russie est passée en économie de guerre et qu'il y a 3,5 millions de gens en Russie qui travaillent matin, midi et soir, qui font les 3 x 8, 24 heures sur 24,
qui produisent du matériel militaire. Nous, on est là à se demander comment est-ce qu'on va produire des obus, des munitions, comment est-ce qu'on va les acheter, les produire maintenant. Ben, il faut passer à l'action. On n'a plus le temps aujourd'hui de se poser des questions, de faire les grandes conférences, de discuter, etc., etc. On n'a plus aujourd'hui le temps de douter. C'est fini, ça. Parce que chaque jour que nous, on perd à douter, à discuter, eh ben, c'est un jour que Poutine gagne à produire du matériel. Et la différence, le déséquilibre se creuse de plus en plus. Donc nous, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Il faut qu'on se mette au travail, point barre. Alors maintenant, il faut se dire les choses clairement. Tout ça, c'est bien, produire des armes, ok, mais ça coûte de l'argent. Et ça va coûter de l'argent. Et il faut arrêter de penser que ça va nous coûter 3 sous. Non, ça va pas nous coûter 3 sous. On va arriver à un moment où chacun d'entre nous va devoir donner quelque chose, va devoir faire des sacrifices, il y aura des augmentations d'impôts, ça va arriver. Et je vois déjà tous les grands râleurs nous expliquer que c'est pas normal. Et ben si, mais justement, on n'a pas le choix, parce que on est attaqué, on est agressé, et c'est tout. Et du coup, ben, si on veut se défendre, bien il va falloir payer. Il va falloir payer, et c'est comme ça que ça va devoir se passer. Parce que si aujourd'hui on refuse de payer, on refuse de participer, je peux vous garantir que dans un an, ça nous coûtera 5 fois plus, dans 2 ans, ça va nous coûter 10 fois plus, et dans 10 ans, ça va nous coûter des dizaines de fois plus. Parce que plus on laisse faire la Russie, plus ça nous coûtera de l'argent et des moyens pour la stopper à l'avenir. Alors, effectivement, on peut reprocher à Emmanuel Macron, d'ailleurs, je suis le premier à le faire, d'avoir été naïf. Lui aussi a été naïf. Il pensait qu'il pouvait stopper les ambitions d'annexion russe, il pensait qu'il pouvait négocier, il pensait qu'il pouvait créer un certain système international pour permettre de dialoguer avec la Russie. Il pensait qu'on arriverait à un nouvel équilibre en Europe de par des négociations. Bien, il a été naïf. Et effectivement, même après l'agression de haute intensité de la Russie contre l'Ukraine, donc du 24 février 2022, Emmanuel Macron a continué à essayer de dialoguer avec Poutine. Ça n'a mené à rien. Et aujourd'hui, il a compris. Il a compris que ça servait à rien. Il a compris qu'aujourd'hui, la seule façon de faire avec Poutine, c'est de le stopper. C'est de lui faire face, de lui montrer notre résilience, notre détermination, lui montrer qu'on est prêt à se battre et lui montrer que si il veut la guerre, c'est la guerre qu'il veut avoir. Alors, nous, on ne veut pas la guerre, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Et donc, c'est un véritable chemin que Macron a parcouru. Donc, c'est un chemin que devraient parcourir tous les naïfs. Ceux qui pensent aujourd'hui qu'on peut mener à la désescalade avec la Russie, que ça mènera à quelque chose, ces gens-là devraient voir le chemin qu'Emmanuel Macron a parcouru entre le 24 février 2022 et le 26 février 2024 pour en arriver à dire aujourd'hui, on ne peut plus exclure l'intervention de nos forces armées sur le territoire ukrainien. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte, et ceux qui connaissent la situation se rendent très bien compte, que laisser faire Poutine en Ukraine, c'est laisser faire Poutine en Europe. Et laisser faire Poutine en Europe, c'est aussi laisser faire Poutine en France. C'est laisser Poutine annexer d'autres pays. C'est l'esprit de Munich qui recommence et on ne peut pas le permettre. Donc aujourd'hui, effectivement, ça va demander des efforts. On a perdu 2 ans, certes. On aurait dû, dès le 24 février 2022, se mettre au travail. On aurait dû se réarmer. Ça n'a pas été fait, ok. Bon, ça c'est de l'histoire. Mais aujourd'hui, on a encore le temps de se mettre au boulot. On a encore le temps de s'organiser. On a encore le temps de se défendre. Mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas le choix et qu'on n'est plus aujourd'hui dans une période de discussion. On peut se permettre de se poser des questions en se disant mais peut-être qu'on pourrait faire ci, pour ça. Non, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de faire face à la Russie. C'est la seule chose que la Russie comprenne. C'est comme ça qu'elle nous respectera. Si on veut préserver la paix en Europe occidentale, si l'on veut éviter que la guerre arrive sur le sol de l'Union européenne, eh bien, il faut se mettre au travail et il faut faire preuve de résilience. On n'a vraiment pas le choix. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a que cette façon de faire avec la Russie et tous ceux qui connaissent l'histoire de la Russie savent parfaitement que la Russie a un profond mépris pour tous ceux qui font preuve de compréhension, pour tous ceux qui font preuve de concession. Pour la Russie, faire preuve de concession, c'est faire preuve de faiblesse. Donc aujourd'hui, concéder quoi que ce soit à Poutine, c'est l'inciter à demander plus. Et de toute façon, comme je le disais, et ça, il faut bien le garder à l'esprit, pour la Russie, il n'y a absolument aucune limite à ses revendications. Il n'y a aucune limite. Elle prendra tout ce qu'il y a à prendre, tout ce qu'elle peut prendre, elle le prendra. Donc, la seule façon d'éviter qu'elle prenne plus, c'est de la contenir en Ukraine aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'elle subisse les pertes les plus lourdes possibles
pour d'une part faire passer l'envie à la population et aux dirigeants de continuer une guerre d'agression vis-à-vis d'autres pays, mais aussi de faire en sorte que la Russie, d'un point de vue potentiel industriel, économique, ne soit pas en mesure de refaire d'autres guerres dans un avenir très proche. Parce que, il faut bien voir une chose, l'époque Yeltsin, donc l'époque d'une certaine démocratisation de la Russie, mais aussi une époque donc qui était une illusion, certes, de dire on peut créer un rapprochement entre le monde occidental et la Russie, avec une Russie libérale. C'est un incident, finalement, c'est ce qu'on peut considérer comme étant un incident. La Russie a une politique traditionnellement impériale, que ce soit l'URSS, que ce soit la Russie tsariste, ça ne changera plus. Donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que même une fois qu'on aura stoppé la Russie, il faudra des piqûres de rappel assez régulièrement. Parce que la Russie, même si aujourd'hui elle est touchée, même si aujourd'hui elle est stoppée, elle va revenir à la charge dans 5, 10, 15 ans. Donc il faudra soutenir un effort militaire probablement pendant très longtemps. De toute façon, le monde calme qu'on a connu, basé sur le business, les relations internationales par le business, ce monde-là, il est révolu, il est fini. Globalement, on a deux superpuissances, ce sont les États-Unis et la Chine. On a deux grandes puissances, c'est la Russie et l'Inde. On a des puissances moyennes telles que la France, la Grande-Bretagne. Et potentiellement, on peut avoir une superpuissance, c'est l'Union européenne. Maintenant, est-ce que l'Union européenne sera en mesure de se mobiliser? Eh bien, elle n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que les États-Unis, de toute façon, se désengagent. Et que ce soit Trump ou Biden qui soit élu en novembre de cette année, ça ne changera pas. Donc aujourd'hui, l'Europe, eh bien, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle se prenne en main. Il faut qu'elle arrête de se comporter comme quelqu'un qui a 40 ans vit chez ses parents et qu'elle quitte le cocon familial et qu'elle commence à prendre ses responsabilités. C'est ça que l'Europe doit faire aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, l'Europe, elle n'a plus le choix. Voilà. Mais il faut bien comprendre que tout ça, ça va nous coûter à nous aussi. Il faut arrêter de penser que c'est à l'État de donner, que c'est aux dirigeants de trouver des solutions. Non, aujourd'hui, on va tous devoir donner. Chacun va devoir donner. Et ça, il faut bien se rendre compte. Mais si quelqu'un ne veut pas donner, il faut qu'il comprenne une chose. D'accord, tu veux pas donner, mais en gros, si tu donnes pas, eh bien, tu fais d'une part du tort à ton pays parce que tu désintègres l'effort de contenance de Poutine. Et d'autre part, si aujourd'hui tu donnes pas, eh bien, dans 2 ans, 4 ans, 5 ans, tu devras donner 5, 10, 20, 30 fois plus. C'est comme ça que ça va se passer. Donc aujourd'hui, si on veut économiser et investir dans l'avenir, il faut donner pour stopper Poutine et la Russie maintenant. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a aucune autre solution. On n'a absolument aucune marge de manœuvre, on n'a absolument aucune façon de faire pour arriver à une solution politique pacifique en Ukraine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Russes aujourd'hui sont sur l'offensive, ils sont en position de force, l'Ukraine en position de faiblesse. Donc tant que la Russie sera en position de force, elle ne sera pas prête à céder quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il n'est absolument pas possible de créer ne serait-ce que les conditions pour une désescalade. Je le dis très clairement. Pas question de désescalade aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre, c'est pas possible. Si aujourd'hui on prend des décisions qui mènent à une désescalade, elle sera tout simplement ce sera illusoire, puisque les Russes de toute façon prendront ce genre d'agissement comme une incitation à d'autres annexions. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc aujourd'hui, la seule façon qu'on ait de défendre la paix, de nous défendre, c'est de faire face. C'est de faire preuve de détermination, c'est de montrer clairement à Poutine qu'on est prêt à la confrontation s'il le veut. Nous, on veut pas de guerre, mais si lui la veut, on est prêt. Et c'est qu'à partir de là que la Russie commencera à nous respecter. C'est qu'à partir de là que peut-être que la Russie se posera la question de savoir si ça vaut la peine d'affronter une puissance nucléaire. Parce qu'il faut bien comprendre que, ok, la Russie c'est une puissance nucléaire, certes. Elle a aujourd'hui 5884 têtes nucléaires, c'est un fait. Mais question défense anti-aérienne, elle est nulle, complètement nulle. La preuve, c'est que des drones ukrainiens faits maison arrivent à détruire des raffineries en Russie. Aujourd'hui, la Russie, elle a un souci, c'est qu'elle ne peut plus exporter d'essence. Elle ne pourra pas exporter d'essence pendant 6 mois, sinon elle va en manquer. Et tout ça, c'est dû par des frappes de drones ukrainiens. Donc, question défense anti-aérienne, la Russie est nulle. Donc aujourd'hui, en nous menaçant avec ces têtes nucléaires, Poutine est pas crédible parce que des têtes nucléaires, il y en a aussi en Europe.
Donc, on n'a pas besoin de 5884 têtes nucléaires pour détruire la planète. Donc ça, pour détruire la Russie, il suffira de quelques dizaines de têtes nucléaires. On n'a pas besoin de lancer l'arsenal complet. Et en voyant clairement que la Russie a un souci de défense antiaérienne, la Russie n'a pas à nous terroriser, puisqu'aujourd'hui, elle est aussi vulnérable, voire bien plus vulnérable que nous. Donc la Russie, elle a ses faiblesses aussi, mais il faut bien les lui montrer. Il faut lui montrer qu'il y a des limites. Et ces limites, c'est à nous de les montrer. Mais c'est pas en faisant preuve de naïveté, c'est pas en faisant preuve d'ignorance qu'on y arrivera. C'est pas en expliquant qu'il faut chercher à des escalades, parce qu'on n'y arrivera pas. Et c'est pas comme ça qu'on arrivera à préserver la paix. Donc, pour finir mon propos, je comprends que quelqu'un ne veuille pas la guerre. Moi non plus, je veux pas la guerre. Personne ne veut la guerre. Sauf qu'on l'a pas demandé. La guerre, elle arrive. Elle arrive sur nous. Et il faut qu'on se défende. On n'a pas le choix. Je comprends que quelqu'un veuille la désescalade. Sauf que la désescalade n'est pas possible quand l'escalade est déjà là. L'escalade, elle est déjà là. Il faut bien voir qu'on est déjà agressé par la Russie. Les agissements de déstabilisation, on les ressent tous les jours. J'en ai parlé quelques minutes auparavant. Donc aujourd'hui, on est déjà quelque part dans une confrontation avec la Russie. Donc il n'y a plus moyen d'éviter. Donc ceux qui, de manière naïve, peut-être faisant preuve d'ignorance aussi, pensent que la Russie est prête à négocier, je leur dis, faites un peu d'histoire. Faites un peu d'histoire contemporaine, faites un peu d'histoire plus ancienne, vous comprendrez qu'il n'y a qu'une façon de faire avec la Russie, c'est de la stopper. Et c'est que comme ça qu'on peut limiter ses ambitions d'annexion, d'impérialisme. C'est la seule façon de faire, il n'y en a pas d'autre. Mais quand quelqu'un est naïf, qui fait preuve de bonne volonté, il peut apprendre, il peut comprendre. Maintenant, en France, on a aussi un autre souci, c'est les gens qui ont intérêt à ce que on fasse preuve de concession vis-à-vis de Poutine. Et là, ces gens-là, c'est à l'État de s'en occuper. Là, il faut le dire clairement, on a laissé faire trop de choses pendant trop d'années. Comment c'est possible qu'un ancien Premier ministre français puisse faire du business avec les Russes? Comment c'est possible qu'un ancien président français puisse écrire un livre où il explique qu'on a besoin des Russes et ils ont besoin de nous et qu'il faut négocier avec eux, il faut trouver des compromis avec eux? Ça, c'est pas acceptable. Il faut bien comprendre que la Russie aujourd'hui, elle nous vend un modèle qui est faux. Avant la chute de l'URSS, la Russie vendait le modèle communiste. Effectivement, il y a eu plein de naïfs qui se sont laissés duper, d'autres se sont laissés acheter, donc c'est de l'histoire. Aujourd'hui, la Russie nous vend un semblant de modèle conservateur. La Russie serait soi-disant la patrie du conservatisme et des valeurs traditionnelles. C'est complètement faux. Poutine n'a rien à voir avec les valeurs traditionnelles. Le patriarche de l'église orthodoxe russe, c'est un ancien agent du KGB. Alors comme témoin de moralité, c'est assez moyen, je dirais. Regardez un peu comment vivent les élites russes. On est très loin du modèle conservateur et des valeurs traditionnelles. Donc aujourd'hui, la Russie, une fois de plus, elle nous ment. Elle essaie de nous vendre un modèle pour nous déstabiliser. À l'époque, elle nous déstabilisait avec son modèle soviétique et communiste. Aujourd'hui, elle déstabilise avec ses soi-disant valeurs conservatrices. Et aujourd'hui, se laisser duper par la Russie et ses valeurs conservatrices, c'est comme se laisser duper par les djihadistes. C'est exactement le même mécanisme, il faut bien le comprendre. Et on parle beaucoup des gens qui sont allés faire le djihad en Syrie, en Irak, etc., dans le Sahel. Mais on ne parle pas de ces pauvres naïfs, de ces idiots utiles qui sont allés faire la guerre dans le Donbass aux côtés des Russes, du Spetsnaz russe, parce que faut bien comprendre que dans le Donbass, entre 2014 et 2022, il n'y a jamais eu de séparatistes pro-russes, ça n'a jamais existé. C'était des forces spéciales, des mercenaires, des Spetsnaz, c'était des commandos qui opéraient, dirigés par les services secrets de l'armée, le GRU, mais il n'y a jamais eu de mouvement mouvement civil dans le Donbass. Il y a aussi ces naïfs qui prétendent qu'en fait, ce qui se passe en Crimée, eh bien, c'est légitime parce qu'il y a eu un référendum et que les gens, globalement, ont adhéré à la Russie. Eh bien, je leur dis, mais écoutez, puisque c'est comme ça, eh bien, on pourrait peut-être faire un référendum en Alsace aussi. Et puis, tant qu'à faire, on va leur demander aux Alsaciens. Ils ont peut-être envie d'être attachés à l'Allemagne, que sais-je. Et puis, peut-être qu'on pourrait demander aussi au Nord-Pas-de-Calais, peut-être qu'ils voudraient être rattachés à la Grande-Bretagne. Par le passé, à l'époque de la guerre de 100 ans, ce territoire était occupé par les Anglais, donc pourquoi pas. Et puis peut-être demander aux Corses s'ils veulent pas leur indépendance, etc., etc. Alors ça paraît pas très crédible. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ordre international, il y a des frontières, et les frontières, il vaudrait peut-être mieux les respecter.
Donc si aujourd'hui quelqu'un croit que c'est légitime d'envoyer des soi-disant personnes en armes, sans uniforme, annexées à un territoire et de faire ensuite un référendum bidon et prétendre que la population adhère de cette zone annexée et puis acheter quelques idiots utiles qui viennent de l'étranger pour confirmer cette supercherie, eh bien non, j'achète pas. Et il faut pas acheter ce genre de discours. Aujourd'hui, la Crimée a été annexée, point barre. Oui, historiquement, la Crimée a été turque. Historiquement, oui, elle a été russe. Elle a aussi, à l'époque de l'Empire polonais, était en quelque sorte polonaise. Mais ça, c'est de l'histoire. La Crimée fait partie intégrante de l'Ukraine, point barre. On ne peut pas permettre comme ça des annexions territoriales. Alors, ce genre d'argument, comme quoi, soi-disant, il y aurait des mouvements pro-russes en Crimée, c'est déjà c'est bidon parce qu'il n'y en a pas eu. Et ensuite, c'est complètement déstabilisateur de l'ordre international. Mais chaque pays pourrait alors faire des référendums dans des régions et puis basé sur le local en disant ben voilà, mais les Alsaciens, bon les Rhénans, les Bavarois, pourquoi pas, hein, tout le monde ferait des référendums et puis comme ça, on mènerait la dislocation de l'Europe parce que c'est ça qu'on veut. Donc il faut arrêter d'être naïf et surtout il faut arrêter de prendre des gens pour des pas intelligents. Voilà. Donc je demanderais aux naïfs quand même de se poser les bonnes questions parce qu'aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit. C'est de se poser les bonnes questions, de voir les choses telles qu'elles sont, d'ouvrir les yeux, de se réveiller, de voir le monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et pour ce qui est de ceux qui soutiennent Poutine, par intérêt, quel qu'il soit, eh bien là, j'espère que l'État fera le nécessaire pour que ces gens-là ne puissent pas nuire, qu'ils soient politiciens, businessmen, qu'importe. Si aujourd'hui quelqu'un soutient Poutine pour des raisons économiques, ben, tout simplement, c'est pas devant une commission parlementaire qui doit être entendu, mais bien devant un juge. Et il faut bien comprendre une chose. Soutenir Poutine aujourd'hui, soutenir la Russie aujourd'hui, faire preuve de concession vis-à-vis de la Russie, faire preuve de concession vis-à-vis de Poutine, c'est jouer contre les intérêts de la France, c'est œuvrer contre les intérêts de la France, et c'est œuvrer contre la paix, qu'elle soit en France ou en Europe. Je le répète encore une fois, faire des concessions vis-à-vis de Poutine, parler de désescalade, parler de compromis avec Poutine, c'est œuvrer contre les intérêts de la France et c'est œuvrer contre la paix en France et en Europe. Et ça, il faut bien le garder à l'esprit. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans cet enregistrement. Pour ceux qui estiment qu'il y a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. Ainsi que ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Ceux qui voudraient communiquer avec moi sont invités à le faire sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur Facebook. Donc ça va de soi sur Messenger également. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si quelqu'un souhaite avoir un commentaire donc, concernant l'Europe de l'Est, la Russie, il est invité à me contacter directement par adresse email ou sur les réseaux sociaux. Dans un avenir proche, je ferai d'autres vidéos en langue polonaise, en langue française, des vidéos concernant ce qui se passe en Pologne, en France, en Europe, dans le monde. Je vous remercie beaucoup pour votre attention ainsi que le temps que vous avez consacré à cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.